La politique française est en deuil. Un grand homme est mort durant cette semaine. C'est Monsieur Lionel Jospin. Homme de gauche, homme de conviction, homme de grandeur à la française. Monsieur Jospin, né le 12 juillet 1937 à Meudon, dans la Seine-et-Oise, est mort le 22 mars 2026 dans le 6e arrondissement de Paris. Est un homme d'État français, figure du Parti socialiste, PS, et est Premier ministre du 2 juin 1987 au 6 mai 2002. Après avoir étudié à Sciences Po Paris et à l'ENA, il mène une carrière dans la diplomatie. Membre de l'OCI, avant de rejoindre le PS, il est élu député en 1981. Il occupe les fonctions de premier secrétaire du PS jusqu'en 1988, puis celle de ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale dans les gouvernements Rocard I et II et Cresson, entre 1988 et 1992. Désigné candidat à l'élection présidentielle de 1995 à l'issue d'une primaire, une première de ce type sous la Ve République, et de deux septennats Mitterrand. Il est battu par Jacques Chirac, recueillant 47 voix au second tour. Il redevient dans la foulée premier secrétaire du Parti socialiste. La victoire de la gauche aux élections législatives de 1987 lui permet de devenir Premier ministre pour une troisième cohabitation. À la tête d'une majorité plurielle, pendant 5 ans, il contribue à la mise en place de la réforme des 35 heures, du pacte civil de solidarité et des emplois jeunes. À ce jour, son gouvernement est le plus long de la Ve République. Candidat à l'élection présidentielle de 2002, il est à la surprise générale éliminé dès le premier tour, avec 16% des suffrages exprimés. Il arrive derrière le président de la République sortant Jacques Chirac et le candidat du Front National Jean-Marie Le Pen. Il annonce alors son retrait de la vie politique et appelle à voter pour Jacques Chirac. Un temps pressenti pour le candidat du PS à l'élection présidentielle de 2007, il renonce en raison de la popularité de Ségolène Royal en vue de la primaire socialiste. Proposée après la mort de Jacques Barrot par Claude de Bartholone, président de l'Assemblée nationale et membre du Conseil constitutionnel de 2015 à 2019. Né dans une famille protestante et militant de gauche, Lionel Robert Jospin est issu du second mariage de Robert Jospin, enseignant pacifiste, membre de la section française de l'Internationale ouvrière SFIO, et de Mireille Dandieu, sage-femme. Munichois et proche de Marcel Déat, Robert Jospin est exclu de la SFIO en 1945 de son attitude sous l'occupation allemande. De son premier mariage, Robert Jospin a eu 2 enfants. De Meudon, où elle occupe un appartement puis une villa avec jardin, la famille vient en 1948 s'installer à Paris, dans le quartier de la Bastille, boulevard Richard Lenoir. 2 ans plus tard, Robert Jospin prend la direction d'un centre d'enfants difficiles à la Ferté-sous-Jouarre, en Seine-et-Marne. Adolescent, Lionel Jospin a fait partie, avec le totem de langue agile, des éclaireurs unionistes de France, protestants, dans la troupe de Paris Saint-Marcel. Il est possible qu'à 15 ans, lors d'un camp dans le Jura, jumelé avec la troupe de Paris-Luxembourg, il ait eu pour chef de camp Michel Rocard, alias Hamster érudit. Élève interne au lycée Henri Moissan de Meaux à partir de 1950, il obtient en 1954 son baccalauréat au lycée Janson de Célie de Paris. De 1956 à 1959, il est étudiant à l'Institut politique de Paris et réside à la cité universitaire Jean-Zay à Antony, où il est le colocataire de Jean Picollet. Lionel Jospin intègre l'Union nationale des étudiants de France, UNEF, en 1956. Il réussit le concours de l'École nationale d'administration ENA en novembre 1961. De 1961 à 1963,
Il effectue son service militaire comme élève officier à l'école de cavalerie de Saumur, comme Jacques Chirac avant lui. Puis comme officier de char, chef de peloton d'instruction à Trèves, il y côtoie comme soldat le futur entraîneur Guiron, le futur scénariste Jean-Loup Dabadie, ainsi que ses copains d'alors, Jocelyn de Rohan, Jean-Bernard Mérimée et Jean Vidal. Issu d'une famille de gauche, il est rebuté par le stalinisme des communistes et l'écrasement de la Hongrie en 1956. Il rejette également la politique coloniale du Parti socialiste SFIO. Il s'engage à la fin en 1958 à l'UGS, avant d'adhérer à la suite de son organisation au PSU en 1960. En 1965, il se rapproche des idées trotskistes par l'influence d'un ami éducateur, Michel Lautrec. Il va rejoindre le groupe Lambert, qui devient l'Organisation communiste internationale, OCI. Élève de l'ENA, il est parallèlement formé par le militant et aussi intellectuel Boris Frankel. Il milite à l'OCI sous le pseudonyme de Michel en hommage à son ami Lautrec. De 1963 à 1965, il est élève de l'ENA, dans la promotion Stendhal, dans laquelle se trouvent entre autres Yves Canac, Ernest-Antoine Sellier, le diplomate Tristan d'Albi et l'économiste Christian Aubin. Il effectue son stage à la préfecture de Bourges et son stage ouvrier dans les Houillères du Nord. À sa sortie de l'ENA en 1965, il entre au CODERCET comme secrétaire des Affaires étrangères, où il est affecté à la direction de la coopération économique et où il travaille avec Ernest-Antoine Sellier. En 1970, Lionel Jospin abandonne sa carrière de diplomate pour devenir professeur d'économie à l'Institut universitaire de technologie de Sceaux. Après le congrès d'Épinay, il rejoint le Parti socialiste de 1971 à la demande de l'OCI, dont il rencontre régulièrement les responsables, en particulier Pierre Lambert. Lionel Jospin mène une carrière rapide au PS, devenant un protégé de François Mitterrand. D'abord membre d'un groupe d'experts chargé des relations internationales, où il s'occupe des relations Est-Ouest, il entre en 1973 au bureau exécutif et devient secrétaire national à la formation. En 1975, il est chargé de rédiger le rapport qui sera adopté à l'occasion de la Convention nationale sur les relations avec le PC, et devient secrétaire national au tiers-monde. En 1977, Lionel Jospin est élu au Conseil de Paris dans le 18e arrondissement. Dans le cadre de ses fonctions de secrétaire national au tiers-monde, il représente François Mitterrand au Liban, à l'occasion des funérailles de Kamal Jumblat. C'est l'occasion pour lui de rencontrer discrètement Yasser Arafat, alors pleinement impliqué dans la guerre civile libanaise. En 1979, au congrès de Metz du Parti socialiste, il déclare « L'objectif du PS n'est pas de moderniser ou de tempérer le capitalisme, mais de le remplacer par le socialisme. » Il devient secrétaire national aux relations internationales, chargé de la coordination au Parti socialiste. En 1980, à l'occasion des 60 ans du congrès de Tours, il débat avec Georges Marchais sur le plateau de l'émission Les dossiers de l'écran. On retiendra de ce face-à-face préparé avec une équipe comprenant Philippe Robrieux sa réplique aux dirigeants communistes. Vous n'avez pas mis les pieds dans une usine depuis 30 ans, et moi ce matin, je donnais mes cours. En janvier 1980, à l'occasion du congrès de Créteil qui désigne François Mitterrand comme candidat
À l'élection présidentielle, Lionel Jospin est élu premier secrétaire du parti. Conformément au souhait de son prédécesseur qui lui avait proposé le poste en novembre 1980 en cas de victoire. Selon certains, il quitte l'OCI durant cette période, rompant ses contacts avec le lambertisme autour de 1980. L'intéressé lui-même, sans démentir, donne une vision différente de ses relations avec les lambertistes. À partir du moment où en 1973, j'accepte des responsabilités nationales au Parti socialiste, j'agis en socialiste. Je garde avec des dirigeants trotskistes des liens qui sont des liens personnels, qui sont des liens d'échange, mais qui relèvent d'une forme de fidélité maintenue à un passé, d'une sorte de quant à soi presque d'un jardin secret, poétique celui-là, et non d'une discipline militante. Après la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981, Lionel Jospin exerce la fonction de premier secrétaire du Parti socialiste. Aux élections législatives de 1980, il est élu député dans la 27e circonscription de Paris, quartier de la Chapelle, Goutte d'Or, avec Daniel Vaillant comme suppléant. Alors que Pierre Mauroy discute avec Georges Marchais du nombre et des attributions des futurs ministres communistes, Lionel Jospin est chargé des négociations de l'accord de gouvernement. Lionel Jospin participe durant la première législature de François Mitterrand au petit déjeuner du mardi, une réunion non officielle qui réunit chaque semaine autour du président, le premier ministre, le premier secrétaire du parti socialiste, le secrétaire général de l'Élysée et plus tard le conseiller spécial du président, pour aborder les questions politiques en cours. Lionel Jospin connaît son baptême du feu au congrès de Valence en octobre 1980. Si sur le fond ce congrès adopte une position modérée prônant le changement graduel dans la forme, les excès-verbaux, à l'exemple d'un Paul Quilès déclarant que les têtes doivent tomber, laisseront le sentiment d'un processus mal maîtrisé par le nouveau secrétaire du Parti socialiste. À l'occasion du tournant de la rigueur, Lionel Jospin cherche à renouveler la thématique de la pause employée par les socialistes à l'occasion du Front populaire, en utilisant en mars 1983 la notion de parenthèse. Il est élu député européen lors des élections de 1984. Fin décembre 1984, dans une émission de télévision de Patrick Sébastien, il chante d'une voix de baryton Les feuilles mortes, des paroles de Prévert et une chanson d'Yves Montand. Dans les semaines qui suivent, il gagne 6 points dans un sondage. Interrogé s'il recommencerait pour gagner 3 points de plus, il répond « C'est un clin d'œil, un événement qui se résume à lui-même. En plus, je ne me suis jamais vraiment préoccupé des sondages. D'ailleurs, rien ne me prouve que cette montée dans les sondages soit due à cela. Pourquoi ne pas proposer un jour à d'autres responsables politiques qui aillent chanter à la télévision? On verra s'ils montent dans les sondages. » Aux élections législatives de 1986, ces élections sont à la proportionnelle départementale. Il est à la tête d'une liste PS émergée à Paris. Il est élu avec 7 autres députés socialistes, soit autant que le RPR. Sollicité par la Fédération PS de Haute-Garonne lors d'une élection législative partielle, il se présente et est élu député dans la Haute-Garonne en septembre 1986. Et c'est 2 mai de son mandat de député élu à Paris, qui échoua un autre candidat socialiste. Entre-temps, il prend Jean Marais Cambacérès comme directeur de cabinet. Après la réélection de François Mitterrand en 1988,
Il est élu député dans la 7e circonscription de la Haute-Garonne, siège qu'il abandonne pour entrer au gouvernement en tant que ministre de l'Éducation nationale. Le 11 décembre 1988, il se présente à une élection partielle et devient conseiller général du canton de Sainte-Gabelle. Lors d'une élection partielle, il quitte le poste de premier secrétaire du PS, mais reste membre du bureau national et du conseil national du PS jusqu'en 1997. Il se présente aux élections régionales françaises de 1992 en vue de bringuer la présidence de la région Midi-Pyrénées. Mais il est battu par la liste menée par Manque Sancy, le président sortant. Comme ministre, il redessine la carte universitaire, notamment par le plan Université 2000, et fait adopter la loi Jospin qui, entre autres mesures, réforme la formation des enseignants. Mais la contestation lycéenne affaiblit en 1990. Son éternelle rivalité avec Laurent Fabius, exacerbée lors du congrès de Rennes en 1990, déchire le parti socialiste. Lionel Jospin s'éloigne de François Mitterrand et doit quitter le gouvernement démissionnaire d'Édith Cresson en 1992. Battu lors des élections législatives de 1993, marqué par un raz-de-marée RPR-UDF, ayant plus pour seul mandat que celui de conseiller général de Sainte-Gabelle, il quitte ses fonctions au PS et songe à se retirer de la vie politique. Il demande notamment un poste d'ambassadeur, ce à quoi s'opposera Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères. Campagne présidentielle de 1995. Après le désistement de Jacques Delors, favori des sondages, il est désigné candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle lors du primaire. Le 5 février 1995, face au premier secrétaire du parti, Henri Emmanuelli, après s'être montré critique sur le passé de François Mitterrand, il déclare en septembre 1994 rêver d'un itinéraire plus simple et plus clair pour celui qui fut le leader de la gauche. Il réclame en avril 1995 un droit d'inventaire sur le bilan de Mitterrand. Le soutien timide apporté par le président sortant à Lionel Jospin s'expliquerait par cette déclaration. Donné perdant dès le début de l'élection, Lionel Jospin crée la surprise en arrivant en tête au premier tour, avec 23% devant ses rivaux RPR, Jacques Chirac et aussi Édouard Balladur. Il déclare avoir fendu l'armure pendant la campagne. Pour autant, l'usure du Parti socialiste, après 14 années de présidence Mitterrand et un report de voix assez défavorable à la gauche, en vue du second tour, lui laisse peu d'espoir de l'emporter. Le débat de l'entre-deux tours est considéré comme timide. Chacun campant sur ses positions sans faire de déclaration choc, si ce n'est la réplique de Lionel Jospin au sujet du quinquennat, auquel s'opposait son adversaire. Il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Chirac. Lors du second tour, Lionel Jospin obtient 47% des voix des suffrages face à Jacques Chirac. De juin à octobre 1995, il préside la commission de rénovation du Parti socialiste. Il redevient premier secrétaire du PS le 14 octobre 1995 et dirige de fait l'opposition. Il fait alliance avec le Parti communiste, les Verts, le Parti radical socialiste et le Mouvement des citoyens pour créer la gauche plurielle, coalition politique qui remporte les élections législatives de 1937. À la suite de la décision de Jacques Chirac de dissoudre
l'Assemblée nationale. Premier ministre. Le 2 juin 1947, le président Jacques Chirac le nomme Premier ministre. C'est le début de la troisième cohabitation. Il forme un gouvernement de coalition, dit de majorité plurielle, où Lionel Jospin se dit fier de compter des ministres communistes. Centré sur quelques proches, Dominique Strauss-Kahn, Claude Allègre et Martine Aubry. Cette dernière met en place la principale promesse de campagne, les 35 heures. Au cours de la législature, il doit se séparer du noyau dur de son gouvernement. Contesté par les syndicats enseignants, Claude Allègre abandonne l'éducation nationale, tandis que Dominique Strauss-Kahn, mis en examen, choisit de démissionner. Lors du vaste remaniement ministériel de 2000, il fait alors entrer les éléphants du PS, dont Jacques Lang, rue de Grenelle, et son rival historique au sein du PS, Laurent Fabius à Bercy. Le 17 avril 2000, il reçoit Jean Matteoli, qui lui présente le résultat des travaux de la mission d'études sur la spoliation des Juifs de France et décide de créer la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Sur le plan économique, jusqu'en 2001, Lionel Jospin bénéficie d'une période de forte croissance mondiale qui se traduit notamment par l'envol des nouvelles technologies. Sa part de responsabilité dans cette situation est source de débat. Mais la croissance du PIB français est durant cette période constatement supérieure de 1% à la moyenne de la croissance dans l'Union européenne. Cette phase de haute conjoncture profite aux recettes de l'État, notamment du fait de la progressivité de certains impôts. Il met en œuvre une politique ciblée sur l'emploi, emploi jeune, prime pour l'emploi, baisse de la TVA, soutien à la consommation, allègement de charges, réforme sur l'annualisation du temps de travail, en contrepartie des 35 heures. Entre 1997 et 2001, le chômage passe du taux record de 12% à un plancher de 8,6%. Il repasse la barre de 9% en 2002. Les lois Aubry auraient permis de créer environ 350 000 emplois. On observe une baisse sans précédent du chômage, malgré l'augmentation de la population active jusqu'en 2005, date du début du départ à la retraite des premiers enfants du baby-boom. Le lien avec la mesure est toutefois contesté dans la mesure où l'emploi progresse au même moment dans d'autres pays. De 1947 à 2001, le déficit public de la France est réduit en moyenne de 0,2% par an en pourcentage du PIB. En 2001, la conjoncture mondiale se retourne brutalement à la suite des attentats du World Trade Center, puis de l'explosion de la bulle Internet. Sur le plan social, il met en place la couverture maladie universelle et l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées et fait adopter la loi Kouchner sur les droits des malades, mars 2002. Il instaure le Pacs civil qui permet l'union des couples sans passer par le mariage, qu'ils soient hétéros ou homosexuels, qui voit l'opposition frontale de l'Église et de la droite catholique. Mais il s'oppose en 2004 au mariage des personnes homosexuelles. Il fait également adopter la loi Besson chez gens du voyage. Sur le plan de la sécurité, il met en place la police de proximité, chargée d'humaniser les jeunes aux yeux de la police et d'humaniser la police aux yeux des jeunes. Crée la commission nationale de déontologie de la sécurité et fait voter la loi Guigou sur la présomption d'innocence. Toutefois, après le 11 septembre 2001, il s'engage pour la loi sur la sécurité quotidienne qui oblige notamment les fournisseurs d'accès à Internet à conserver les données de connexion de leurs clients. Réprime l'occupation des cages d'escalier ainsi que les rave-parties non autorisées. Précurseur sur la cybersécurité, il lance dès 1999 le CERTA,
aujourd'hui certes faire, au sein de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Dans le renseignement, il avalise par décret en 2002 la centralisation de l'exécution des interceptions obligatoires légales en dévoilant l'existence du groupement interministériel de contrôle, 42 ans après sa création. Au niveau institutionnel, il soutient l'organisation du référendum de 2000 sur la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Le oui recueille 73% des suffrages, mais l'abstention s'élève à 69%. Sur le plan sanitaire, il est confronté à la crise de la vache folle, lors de laquelle son gouvernement est accusé de prendre un certain retard dans la prise de décision en comparaison de la législation britannique. Le 7 novembre 2000, Jacques Chirac réclame l'interdiction immédiate des farines animales, position que rejoint le Premier ministre quelques jours plus tard. De 1997 à 2001, malgré une déclaration commune PS et PC du 29 avril 1997 qui promettait pour France Télécom, Thomson et Air France l'arrêt des privatisations, Lionel Jospin entreprend une fois Premier ministre une série de privatisations ou d'ouvertures au capital privé. France Télécom, Thomson, Multimédia, Egan, le CIC, AGF, Entreprise Marseillaise de Crédit, RMC Air France, Crédit Lyonnais, Eramet, Aérospatiale Matra, EADS, Banque Hervé. Il déçoit également de nombreux sympathisants de la gauche à propos de l'usine Renault de Vilvoorde en Belgique. Bien que s'étant engagé lors de la campagne législative de 1997 à remettre en cause la décision de fermeture, il ne peut arrêter le processus. Dans son discours du 5 novembre 1998 à Craonne, où il a inauguré la structure de Heimkern, à l'occasion du 80e anniversaire de l'armistice de 1918. Le Premier ministre Lionel Jospin a souhaité que les soldats, fusillés pour l'exemple, épuisés par les attaques condamnées à l'avance, glissant dans une boue trempée de sang, plongés dans un mépris sans fond, qui refusèrent d'être des sacrifiés, victimes d'une discipline dont la rigueur n'avait d'égal que la durée des combats, réintègre aujourd'hui pleinement notre mémoire collective nationale. Dans le contexte de cohabitation, cette initiative est critiquée par le président de la République, Jacques Chirac, qui la juge inopportune. En 2000, il s'avoue impuissant à empêcher des licenciements dans l'usine Michelin, déclarant l'État ne peut pas tout. Cette phrase est souvent analysée comme lui ayant coûté cher sur le plan politique, notamment au moment de l'élection présidentielle de 2002. En 2001, son militantisme passé à l'Organisation communiste internationale, trotskiste, est révélé dans les articles de presse Le Monde, L'Express, Le Nouvel Observateur, puis dans deux biographies. Le Premier ministre reconnaît la véracité de ces informations, bien qu'ayant jusque-là toujours démenti la rumeur, affirmant avoir été confondu avec son frère Olivier Jospin, lui-même militant avoué de l'organisation trotskiste. Lionel Jospin déclare quelques années après la fin de la cohabitation que sa relation avec le président Jacques Chirac fut correcte, voire plutôt cordiale, mais qu'il lui a toujours été difficile de lui faire confiance, même sur les questions touchant aux intérêts essentiels de la France. Il fait partie des premiers ministres les plus populaires de la Cinquième République française. La Sofresse indique qu'il a atteint son record de popularité en août 1948,
dans un contexte d'allégresse après la victoire de la France à la Coupe du monde de football. Sa cote décroît par la suite pour atteindre 40% en mai 2002. Vive la France, vive la République!